Camille n'aimait pas les anniversaires. Depuis l'adolescence, elle esquivait les fêtes, les bougies et les chansons forcées. Même enfant, elle préférait les livres au ballon. Cette année-là, elle allait avoir 29 ans et, comme chaque fois, elle comptait le fêter seule, discrètement, peut-être avec une bouteille de vin rouge et un film en noir et blanc. Elle n'aurait jamais imaginé que cette journée banale deviendrait le point de départ d'un engrenage dangereux, où souvenirs, trahisons et secrets de famille viendraient bouleverser son existence. Depuis la mort de son grand-père, 2 ans plus tôt, Camille vivait recluse dans son petit appartement du centre de Bordeaux. Elle travaillait comme avocate dans un cabinet modeste, choisissant les affaires les plus discrètes possibles. Pas de tribunaux, pas de plaidoiries enflammées. Elle préférait les consultations, les dossiers techniques, les silences des bibliothèques juridiques. Sa vie s'était figée le jour où la voix grave de sa mère l'avait appelée pour lui annoncer que Papy Henri ne se relèverait plus jamais de son fauteuil au coin du feu. Henri Duval, son grand-père, n'était pas un homme ordinaire. Propriétaire d'un vaste domaine viticole dans le Médoc, estimé à plus de 12 millions d'euros, il incarnait à la fois la figure du patriarche et celle du conteur. Avec lui, chaque grappe de raisin devenait une histoire, chaque bouteille, un souvenir. C'était aussi lui qui avait payé ses études de droit, refusant que sa petite fille manque de quoi que ce soit. Sa disparition avait laissé un vide immense, amplifié par l'avidité que Camille avait senti sourdre. À peine les premières condoléances passées, dans les regards de ses oncles, de ses tantes, et même de certains cousins qu'elle n'avait pas revus depuis des années. Alors quand sa mère l'avait appelée 10 jours avant son anniversaire pour lui dire qu'ils organiseraient juste un petit repas en famille, Camille avait hésité. Elle avait failli dire non. Mais la voix de sa mère avait eu cette inflexion douce et un peu lasse qu'elle prenait quand elle voulait obtenir quelque chose. Et Camille, malgré ses réserves, avait fini par accepter. Ce serait une soirée sans importance, pensait-elle. Une de ces obligations familiales qu'on endure par politesse, par fatigue ou par amour même distendu. Le soir venu, Camille avait enfilé une robe noire sobre, relevé ses cheveux en un chignon lâche et traversé la ville en taxi, les mains moites. En arrivant devant la grande maison bourgeoise de ses parents, elle remarqua aussitôt les voitures stationnées tout autour. Plus de monde qu'annoncé. Trop de monde. Dès qu'elle poussa la porte, une clameur s'éleva. « Surprise! Joyeux anniversaire, Camille !» Les voix s'entremêlaient, fausses et bruyantes. Elle sourit machinalement. Des bises claquèrent sur ses joues. Des bras l'embrassèrent. Des verres de champagne lui furent tendus. Le salon était décoré de guirlandes argentées. Et sur la table, un gâteau géant trônait déjà, orné de chiffres en sucre et de framboises fraîches. Ses oncles, ses tantes, ses cousins, des collègues de son père, même une ancienne prof de piano de son enfance, tous semblaient s'être donné le mot pour faire de cette soirée une fête mémorable. Pourtant, Camille sentit un froid glacial s'infiltrer en elle, un malaise qu'elle ne s'expliquait pas. Tout était trop parfait, trop bien orchestré, comme une pièce de théâtre dont elle ne connaissait pas le script. Elle observa les sourires autour d'elle. Ils étaient là, oui, tous, mais quelque chose n'allait pas. Elle nota les regards échangés entre son oncle Didier et sa tante Monique. Des regards furtifs, complices. À un moment, elle vit même son cousin Marc quitter discrètement la pièce, téléphone à la main. Un frisson lui parcourut l'échine. Peut-être était-ce juste l'effet de la surprise, du champagne, de la foule. Peut-être devenait-elle paranoïaque. Elle se força à se détendre, à rire à une blague, à remercier pour un collier de perles qu'elle savait faux. Mais l'étrangeté culmina lorsque, vers 9 heures du soir, son oncle Didier réclama l'attention générale en tapant doucement sur son verre avec une fourchette. « Un petit mot pour Camille, dit-il. » Camille, prise au dépourvu, s'assit, tandis que l'oncle, rouge d'émotion ou d'alcool, lança un discours bancal sur la famille. L'amour, la continuité, il évoqua le domaine, le trésor de ton grand-père et le besoin que tout reste dans la famille. Il parla de l'avenir, du sang, du devoir. Camille sentit ses tempes battre. Elle jeta un coup d'œil à sa mère, qui évitait soigneusement son regard. Quand le discours prit fin et que les invités reprirent leur conversation, Camille se dirigea vers la cuisine pour s'isoler quelques minutes. Elle avait besoin de respirer. Ses mains tremblaient. Ce n'était pas une fête. C'était un piège, elle en était désormais certaine, mais elle ne savait pas encore pourquoi ni comment.
Seulement que tout cela avait commencé bien avant que les bougies ne soient soufflées. Elle observa son reflet dans la vitre de la porte-fenêtre, le visage d'une jeune femme forte, mais inquiète. Camille n'aimait pas les anniversaires. Non, et celui-ci, elle ne l'oublierait jamais. La fête battait son plein. Le salon bourdonnait de conversations feutrées, de rires étouffés, de tintements de verre. Camille, plantée près de la fenêtre, observait sans vraiment regarder. Elle se sentait comme une figurante dans une scène dont elle ignorait encore le dénouement. Les voix se mêlaient à la musique douce diffusée depuis les enceintes dissimulées dans les coins du plafond. Une odeur de pâtisserie sucrée flottait dans l'air, presque écœurante. Elle regagna lentement le cœur de la pièce, esquivant les questions, les compliments forcés et les mains qui voulaient retenir la sienne. Quand elle revint vers le buffet, une nouvelle vague de sourires l'accueillit. On l'invita à ouvrir ses cadeaux. Elle n'en avait pas envie, mais pour éviter les regards insistants, elle s'exécuta. Sous les rubans, des bijoux impersonnels, un livre sur le vin, une écharpe hors de saison, des objets choisis par obligation plus que par affection. Elle remercia poliment, jouant le jeu. Mais c'est le dernier cadeau qui retint son attention. Il était posé sur une petite table basse à part des autres. Une boîte de bois clair, élégamment gravée de ses initiales. Aucun nom, aucune carte. Elle hésita, puis l'ouvrit. À l'intérieur, un dossier relié par une ficelle. Sur la couverture, une simple inscription. À ouvrir ensemble. Elle leva les yeux. Son oncle Didier, debout près de la cheminée, lui souriait, un verre à la main. « C'est de moi », dit-il en s'approchant. On a pensé que ça méritait un moment particulier. Elle sentit ses épaules se raidir. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, la voix plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. « Rien d'inquiétant. Une surprise. Un petit projet qu'on aimerait te présenter. » Camille referma lentement le couvercle de la boîte. Son oncle s'était penché vers elle, trop près. « Ce n'est ni le lieu ni le moment, murmura-t-elle. « Mais enfin, Camille, c'est ton anniversaire, fit-il avec un sourire trop large. Et puis, on est entre nous. » Elle recula d'un pas. « Justement, laisse-moi en profiter. Je regarderai ça plus tard. » Il la fixa un instant, puis hocha la tête faussement compréhensif. Il posa sa main sur son épaule, geste qui se voulait affectueux, mais qui la fit frissonner. « Comme tu voudras, » souffla-t-il. « Ce n'est qu'un début, de toute façon. » Puis il s'éloigna, saluant un invité sur son passage. Camille resta figée, la boîte dans les bras. Elle sentait les regards. Elle ne savait pas encore ce que contenait ce dossier, mais une certitude s'imposait peu à peu en elle. Ce n'était pas un simple cadeau, c'était un message. Elle s'éclipsa discrètement à l'étage, prétextant vouloir ranger quelques affaires. La maison était calme, les sons de la fête assourdis par l'épaisseur des murs. Dans l'ancienne chambre d'amis, elle s'assit au bord du lit et ouvrit de nouveau la boîte. Elle défit la ficelle, souleva la première page. Des documents juridiques, des annexes, un plan sommaire du domaine viticole, et, glissée entre deux feuilles, une photo ancienne d'elle enfant, sur les genoux de son grand-père, au milieu des vignes. Tout était soigneusement agencé pour créer un effet de proximité, d'émotion, mais l'ensemble manquait de sincérité. Trop bien préparé, trop bien présenté. Elle replaça les papiers et descendit lentement. Elle n'avait aucune envie de confronter sa famille, pas encore. Elle avait besoin de comprendre. Vers 10 heures du soir, alors que les invités commençaient à partir, son oncle Didier reprit la parole pour porter un toast final. Il leva son verre et entama un discours sur l'héritage familial, sur les valeurs à transmettre, sur le poids de l'histoire. « Camille, poursuivit-il, ton grand-père était un homme d'honneur. Il t'aimait profondément. Nous espérons tous que tu sauras faire les bons choix pour l'avenir du domaine et de notre nom. » Elle sentit son cœur cogner dans sa poitrine. Il ne s'agissait plus de gentillesse. C'était une pression à peine voilée, un avertissement, dissimulé derrière les bulles de champagne. Elle feignit un sourire, leva son verre à son tour. « Merci à tous pour cette soirée inoubliable. » Et dans son regard, une étincelle nouvelle s'alluma. Elle n'allait pas se laisser faire, pas cette fois. Le lendemain matin, un silence pesant régnait dans l'appartement de Camille. Le bouquet de fleurs ramené de la veille trônait sur la table, un peu penchée comme fatiguée par la soirée. Le dossier en bois, toujours intact, était posé près de la fenêtre. Camille n'avait pas trouvé le courage de le rouvrir. Elle avait passé une partie de la nuit à ressasser les regards, les paroles, les sous-entendus.
Tout sonnait faux. Elle avait l'impression d'avoir été mise en scène, comme un pion dans une partie d'échecs familiale qu'elle n'avait jamais accepté de jouer. Vers midi, sa mère l'appela, laissant un message cordial sur la boîte vocale. « J'espère que tu as bien dormi, ma chérie. Tout le monde a trouvé la fête magnifique. À bientôt. » Rien de plus, rien sur le discours, rien sur le cadeau. Comme si le malaise qu'elle avait ressenti n'avait été qu'une illusion. Pourtant, au fond d'elle, Camille savait que ce n'était pas fini. Ce n'était que le début. Le surlendemain, poussée par une intuition aussi tenace qu'inexplicable, elle décida de retourner à la maison familiale. Elle prétexta avoir oublié une écharpe. Sa mère, surprise mais ravie, l'invita à passer dans l'après-midi. Camille arriva vers 15 heures, un peu en avance. Elle voulait éviter de croiser trop de monde. Sa mère, affairée dans le jardin, lui fit signe depuis la terrasse. Elle lui indiqua que l'écharpe avait été déposée dans une des chambres à l'étage. Camille monta les escaliers à pas feutrés. Le couloir sentait encore la cire et le linge propre. Elle passa devant sa chambre d'enfance, jeta un coup d'œil par la porte entr'ouverte, puis se dirigea vers celle des invités. Elle ouvrit doucement la porte et entra. Rien sur le lit. Elle fouilla rapidement les tiroirs de la commode, le placard. Toujours rien. Alors qu'elle allait ressortir, une voix familière la fit se figer. Celle de sa cousine Laura, provenant de la chambre voisine, légèrement entr'ouverte. Camille s'approcha sans bruit. Ce qu'elle entendit lui glaça le sang. « Qu'elle est plus méfiante que prévu, disait Laura. Il faudra la coincer d'une autre manière. »« Monique pense qu'elle va céder, répondit une autre voix. Tant qu'on joue la corde sensible, elle finira par signer. Tu crois ? Elle a quand même refusé devant tout le monde. Parce qu'elle veut donner le change. Mais on a encore des arguments. Et puis, avec le dossier du notaire, ça devrait suffire. Elle comprendra qu'elle n'a pas le choix. » Camille recula d'un pas, son cœur battant à tout rompre. Chaque mot résonnait comme une gifle. Elle n'était pas paranoïaque. Ils avaient un plan. Ils voulaient la forcer à signer un document, sans doute lié à l'héritage. Le cadeau de Didier n'était qu'un appât. Elle se mordit la lèvre pour ne pas crier. Tout son corps tremblait. Elle jeta un coup d'œil vers le bas du couloir puis redescendit en silence. Sa mère, toujours occupée dans les rosiers, ne vit rien. Camille prétexta une migraine soudaine et quitta la maison en quelques minutes. De retour chez elle, elle s'effondra sur le canapé, les yeux grands ouverts. La trahison était réelle. Elle n'était pas simplement exclue des décisions familiales, elle en était la cible. Tout ce qu'elle croyait avoir enterré avec son grand-père revenait à la surface, plus sale, plus vicieux. Elle se leva brusquement, ouvrit le dossier en bois, et cette fois, elle lut tout. Page après page, elle découvrit des clauses de cession, des documents préparatoires, des évaluations du domaine, tous rédigés avec soin. Le nom du notaire y figurait. Camille comprit que ce n'était pas une simple proposition, mais une stratégie élaborée pour la convaincre de signer une renonciation partielle à l'héritage en échange d'une compensation symbolique. Une colère froide s'empara d'elle. Il pensait pouvoir l'acheter, l'entourer de sourires, de souvenirs, pour mieux lui retirer ce qui lui revenait. Son grand-père n'aurait jamais voulu cela. Il l'avait toujours traitée comme une égale. Elle repensa à ses mains calleuses, à sa voix grave, à ses récits de vendanges au petit matin. Elle se jura alors de découvrir la vérité. Toute la vérité. Mais avant de riposter, elle devait comprendre jusqu'où ils étaient prêts à aller. Le matin suivant, une pluie fine tombait sur Bordeaux, rendant les pavés brillants et traîtres. Camille, emmitouflée dans un imperméable sombre, observait la rue depuis la fenêtre de son salon. Elle n'avait pas dormi. Les voix entendues, dans la chambre, les papiers du dossier, tout tournait en boucle dans sa tête. Son instinct ne l'avait pas trompée. Quelque chose de sournois se tramait, et elle en était le centre. Vers 10 heures, on sonna à la porte. Elle n'attendait personne. Un mauvais pressentiment la traversa, mais elle ouvrit. Sur le palier se tenait son oncle Didier, l'air faussement détendu, et un homme en costume sombre, attaché case, en main, au visage aussi neutre qu'une feuille blanche. « Bonjour Camille », lança Didier d'un ton affable. « On passait dans le quartier, alors on s'est dit qu'on pourrait discuter un peu. » Elle ne répondit pas, mais s'écarta lentement pour les laisser entrer. Ils s'installèrent dans le salon sans un mot.
L'homme posa sa mallette sur la table basse et l'ouvrit. À l'intérieur, plusieurs exemplaires d'un document. Camille sentit sa gorge se nouer. « Je te présente Maître Letourneur, notaire de la famille, » dit Didier. « Il est ici juste pour régulariser une petite formalité. Rien de bien compliqué. » Le notaire, d'un ton monocorde, ajouta. « Il s'agit d'un accord de répartition anticipée des actifs familiaux, visant à éviter tout litige futur. Une procédure tout à fait classique dans le cadre d'une succession partagée. » Camille se força à sourire. « Vous avez tous les deux fait le déplacement pour régulariser une formalité ? Quelle délicate attention !» Didier ignora le sarcasme. Il prit un exemplaire, le déplia et le glissa vers elle. « Tu verras, c'est très clair. Une cession partielle de ton droit à l'héritage contre une compensation. Tu restes dans la boucle, bien sûr, mais on sécurise l'avenir du domaine. C'est ce que ton grand-père aurait voulu. » Elle baissa les yeux vers les pages. Les termes étaient complexes, mais son œil d'avocate distinguait déjà les vices cachés. Une clause permettait, sous couvert de gestion centralisée, à un groupe familial réduit de contrôler les décisions liées à la propriété. Une autre définissait la compensation comme un montant forfaitaire, sans pourcentage sur les revenus futurs. « Je ne signe rien aujourd'hui, » dit-elle calmement. Le notaire haussa un sourcil. « C'est pourtant dans votre intérêt de conclure. Rapidement. Ces dispositions sont avantageuses, croyez-moi. » Didier se pencha légèrement vers elle. « Camille, ce n'est pas une guerre. Personne ne veut te léser. Mais il faut avancer. Si tu refuses de signer, tu risques de tout compliquer, pour tout le monde. Vous pensez vraiment que c'est une façon honnête de faire? Une visite improvisée, un document sur la table, sans délai de réflexion? On veut juste t'aider à prendre la bonne décision. » Elle se leva brusquement. « Et moi, je veux un avocat, indépendant, quelqu'un qui ne fait pas partie de votre jeu. » Le silence tomba dans la pièce comme une chape de plomb. Didier échangea un regard avec le notaire, puis soupira. « Très bien. Tu veux être procédurière? Soit. Mais ne viens pas dire qu'on n'a pas essayé d'être correct avec toi. » Ils rangèrent les papiers, se levèrent et quittèrent l'appartement. Quand la porte se referma, Camille sentit ses jambes fléchir. Elle s'assit, tremblante. Ils avaient tenté de la piéger, tranquillement, légalement. Mais elle avait résisté. Et maintenant, il lui fallait un allié. Elle passa l'après-midi à appeler d'anciens camarades de faculté. L'un d'eux, Thierry Marceau, était devenu avocat d'affaires à Paris. Il accepta de la conseiller à distance, le temps qu'elle trouve un représentant local. Il l'alerta cependant. Si des documents avaient déjà été signés ou que le notaire avait tenté une procédure sans son consentement éclairé, la situation pouvait être plus grave qu'elle ne le pensait. Camille se rendit alors aux archives notariales du quartier, là où son grand-père avait souvent traité ses affaires. Elle demanda à consulter tout document relatif à la succession. L'archiviste, après quelques minutes de recherche, lui remit une copie officielle du testament enregistré. Tout y semblait en ordre, mais quelque chose clochait. L'écriture, dactylographiée, ne ressemblait en rien aux lettres manuscrites que son grand-père lui adressait. Elle nota aussi l'absence de toute mention d'associations ou d'œuvres caritatives, pourtant chères à son grand-père. Le document paraissait trop propre, trop net. En quittant les lieux, une idée la frappa. Il existait peut-être une autre version, quelque chose de non enregistré, oublié ou volontairement mis de côté. Elle décida de retourner fouiller les affaires de son grand-père, là où tout avait commencé, dans le vieux bureau du domaine familial. Le domaine Duval s'étendait sur plusieurs hectares, entre vignes disciplinées et bois silencieux. La bâtisse principale, à la façade de pierre claire, semblait dormir sous le ciel gris. Camille s'y rendit seule, un dimanche matin, munie de clés qu'elle n'avait plus utilisées depuis l'enterrement. Le portail rouilla entre ses mains. L'allée menant à la maison, autrefois impeccablement entretenue, était envahie d'herbes folles. Tout semblait figé dans le temps, comme si le domaine avait cessé de respirer avec son propriétaire. Elle entra par la porte de service, évitant le grand hall d'entrée. Chaque pas dans la maison réveillait des souvenirs. La voix grave de son grand-père, les odeurs de confiture chaude, le crépitement du feu dans la cheminée. Mais aujourd'hui, Camille ne cherchait pas la nostalgie. Elle voulait des preuves, des réponses. Le bureau d'Henri Duval était resté intact. Personne, semble-t-il, n'avait osé le vider. Les murs étaient couverts d'étagères, remplis de livres sur la viticulture, l'histoire régionale et de vieux classeurs. Le bureau lui-même, massif et poussiéreux,
portait encore l'empreinte de la main de l'homme qui l'avait occupé des décennies durant. Camille fouilla chaque tiroir méthodiquement. Elle trouva des lettres, des factures anciennes, des carnets de vendanges. Rien d'inhabituel. Puis, derrière un amas de papier, elle découvrit une enveloppe scellée, glissée sous un sous-main de cuir. Elle la prit avec précaution. Sur le devant, en lettres tremblantes, « À n'ouvrir qu'en cas de doute ». Elle reconnut l'écriture de son grand-père. Ses doigts tremblaient alors qu'elle brisait le sceau. À l'intérieur, un document manuscrit, daté de 3 semaines avant la mort d'Henri Duval. Le texte de sa main était clair, sans rature. Il s'agissait d'une version amendée du testament officiel avec des instructions très différentes. Camille lut chaque mot 2 fois, 3 fois. Le contenu la bouleversa. Henri y stipulait que la moitié de l'héritage devait être versée à des œuvres caritatives. Une fondation pour la préservation des terres agricoles, une association d'aide aux jeunes vignerons et une école rurale. L'autre moitié revenait à Camille, sans condition. Aucun autre membre de la famille n'était mentionné dans cette version. Il ajoutait que « ceux qui me considèrent comme une simple source de richesse n'ont rien à faire de mes terres ». Le document n'avait pas été enregistré chez le notaire. C'était un brouillon, un projet abandonné, ou bien l'avait-il volontairement gardé secret en prévision d'une trahison? Camille sentit la colère monter. Pourquoi ce texte? Avait-il été écarté? Qui avait décidé que la version dactylographiée était la seule valable? Elle photographia chaque page avec son téléphone, puis la glissa dans une chemise rigide qu'elle emporta avec elle. Avant de quitter la pièce, elle remarqua une boîte métallique posée au-dessus d'une armoire. Elle grimpa sur une chaise pour l'atteindre. À l'intérieur, d'autres lettres, des brouillons et un petit carnet noir. Ce dernier contenait une liste de contacts accompagnée de notes manuscrites. Parmi eux, un nom attira son attention. Julien Renaud, ancien régisseur du domaine. À côté de ce nom, une note « Homme loyal, à prévenir en cas de problème ». Elle se souvenait de Julien. Discret, toujours en retrait, mais profondément respecté par son grand-père. Il avait quitté le domaine peu après les obsèques, sans bruit. Camille se demanda s'il savait quelque chose, si peut-être il possédait des éléments encore inconnus. Elle quitta le domaine avec une rage froide. Ce testament changeait tout. Il invalidait les discours, les promesses, les documents qu'on avait tenté de lui faire signer. Il prouvait que son grand-père l'avait choisi, elle, et non la famille. Élargi. Il confirmait ses doutes, mais soulevait de nouvelles questions. Pourquoi ce document n'avait-il jamais été présenté? Était-ce une simple omission ou une dissimulation volontaire? Quel rôle le notaire jouait-il vraiment dans cette affaire? Et surtout, combien de personnes savaient? Elle passa la soirée à scanner chaque page, à noter les incohérences entre les 2 versions du testament, à relever les dates, les signatures. Puis elle chercha Julien en ligne. Aucun profil sur les réseaux sociaux. Mais en fouillant les archives locales, elle trouva une mention de son nom dans un article ancien, accompagné d'une adresse à Saint-Estèphe. Elle écrivit une lettre brève, mais précise. Elle y joignit une copie du testament manuscrit, expliquant la situation, demandant s'il avait d'autres informations. Elle posta la lettre le lendemain matin, en courrier suivi. Camille savait que chaque minute comptait. Plus elle attendait, plus sa famille aurait le temps de renforcer son emprise sur le domaine. Mais elle n'était plus seule dans le noir. Elle avait une pièce du puzzle que personne n'attendait, et bientôt peut-être un témoin clé. Le mardi suivant, Camille reçut un message de sa tante Monique. Il était court, courtois et parfumé de cette fausse bienveillance que Camille reconnaissait désormais immédiatement. « Ma chérie, on pensait organiser un petit dîner juste entre nous pour discuter calmement de tout cela. Ce serait bien que tu viennes. » L'heure était fixée, jeudi soir au domicile de Monique. Elle hésita. Une partie d'elle voulait refuser, fuir cette mascarade. Mais une autre comprenait que cette invitation était une opportunité, une scène où elle pourrait observer, écouter et peut-être agir. Elle répondit simplement « D'accord, je viendrai ». Puis, dès le lendemain, elle prépara minutieusement sa riposte. Camille emprunta un enregistreur vocal discret à une amie journaliste, un petit appareil, facile à dissimuler, capable de capter les conversations même à distance. Elle le testa, le régla, puis le glissa dans le revers intérieur de son manteau. Le jeudi soir, elle prit un taxi jusqu'à la maison de Monique, un pavillon cossu situé dans un quartier calme.
La pluie tombait par intermittence, rendant l'atmosphère plus tendue encore. Monique ouvrit elle-même la porte, vêtue d'un tailleur pastel. Camille remarqua tout de suite que quelque chose clochait. Il y avait trop de monde. Didier était là, évidemment, ainsi que Laura, Marc et même Gérard, un cousin éloigné qu'elle n'avait pas vu depuis l'enterrement. Tous attendaient autour de la table, où un repas prétendument simple avait été dressé avec un raffinement presque cérémoniel. « On voulait juste te parler à cœur ouvert, Camille », dit Monique avec un sourire trop large. « Que tout soit clair, sans tension. » Camille hocha la tête, jouant la comédie. Elle s'assit, accepta un verre de vin et écouta les banalités qui ouvrirent le dîner. Le temps, les souvenirs d'enfance, les vendanges passées. Puis, lentement, la conversation glissa vers l'essentiel. « Tu sais, » commença Didier, en reposant son couteau, ce domaine, c'est l'œuvre d'une vie. Et tu es encore jeune, brillante, avec une carrière. On pense tous qu'il serait plus simple pour toi de nous laisser gérer l'exploitation. Tu pourrais recevoir une belle somme, bien entendu. Tu n'as pas besoin de tout ce poids. » Camille leva les yeux doucement. « Et si je vous disais que j'ai découvert un autre testament, manuscrit, signé, daté, très différent de celui que vous m'avez montré ?» Un silence glacé tomba dans la pièce. Laura échangea un regard alarmé avec Monique. Didier, lui, garda son calme, mais son visage s'était tendu. « Il n'a pas été enregistré, dit-il. Ce n'est pas valable. Tu le sais très bien. » « Peut-être, mais il existe. Et il prouve que mon grand-père ne vous faisait pas confiance. » Monique se leva. « Camille, arrête. Ce genre d'accusation, ça ne mène à rien. On veut juste éviter un scandale. Pour le nom de ton grand-père, pour la famille. » Camille, d'une voix plus douce que d'habitude, répondit « Je suis prête à écouter, à comprendre, mais j'ai besoin de garanties. » « Des garanties ?» reprit Marc. « Tu veux nous faire du chantage maintenant ? » « Je veux savoir la vérité, toute la vérité. » Monique s'assit lentement, les mains jointes. Sa voix se fit plus basse, plus dure. « Ton grand-père était vieux, fatigué. Il écrivait des choses qu'il ne comprenait plus vraiment. Il aurait tout laissé à n'importe qui. Il fallait agir, sauver le domaine, coûte que coûte. Ce testament, s'il existe, n'a aucune valeur. » Camille n'en croyait pas ses oreilles. Elle resta silencieuse, laissant tourner l'enregistreur. Didier reprit d'un ton plus conciliant. « Si tu signes les papiers maintenant, on peut t'assurer une part importante. Mais si tu continues, Camille, tu vas nous forcer à agir autrement. Et ce sera beaucoup moins agréable. » C'était dit. La menace était là, nue, froide. Camille joua la résignation. Elle baissa les yeux, fit mine de réfléchir longuement, puis soupira. « Très bien. Donnez-moi jusqu'à demain soir, je veux relire tout une dernière fois et je signerai. » Les visages se détendirent. Monique sourit, soulagée. Laura s'empressa de lui tendre une serviette. On passa au dessert, une tarte aux pommes trop sucrée. Camille n'en toucha pas une bouchée. En quittant la maison, elle marcha lentement, sous la pluie. Le plan avait fonctionné. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, un aveu, une preuve claire de la manipulation. Dans la poche de son manteau, l'enregistreur tournait encore. De retour chez elle, elle copia immédiatement l'audio sur plusieurs supports, l'envoya à Thierry à Paris, puis fit des copies physiques. Elle savait qu'elle entrait dans une nouvelle phase. Il croyait l'avoir piégée. Mais c'était elle qui avait désormais l'avantage. 3 jours passèrent. Camille se fit discrète, évitant tout contact avec sa famille. Elle consacra son temps à compiler les preuves, le testament manuscrit, l'enregistrement du dîner, les copies scannées, les messages datés. Chaque élément venait s'ajouter à un dossier de plus en plus solide. Mais malgré tout, un vide persistait. Elle savait qu'il lui manquait une pièce essentielle. Quelqu'un qui puisse confirmer de l'intérieur ce qu'elle soupçonnait désormais ouvertement. Une falsification concertée du testament officiel. Le lundi matin, une enveloppe l'attendait dans sa boîte aux lettres. Pas de timbre, pas de nom, juste son prénom écrit à la main, Camille. À l'intérieur, une simple feuille, pliée en 2. Quelques lignes. Je sais ce qu'ils ont fait. Je peux t'aider. Retrouve-moi à 17h, sur l'ancien chemin des Vignes, Julien. Son cœur fit un bond. Julien Renaud. Elle l'avait presque oublié. Et pourtant, son nom figurait dans le carnet de son grand-père, annoté comme un homme de confiance. Il avait quitté le domaine sans bruit, après des décennies à en gérer les moindres détails.
Camille savait qu'il en savait probablement plus que quiconque sur les affaires familiales. Elle ne perdit pas une seconde. Ce jour-là, le ciel était limpide, d'un bleu rare pour la saison. Camille prit sa voiture, roula jusqu'au domaine, puis continua à pied sur le chemin de terre qui serpentait entre les vignes dénudées. Au loin, une silhouette l'attendait, adossée à un vieux muret de pierre. Julien n'avait pas changé. Cheveux gris, veste de toile, regard tranquille. Quand il la vit approcher, il esquissa un sourire, mélange de bienveillance et de gravité. « Bonjour Camille », dit-il simplement. « Bonjour Julien, merci d'être venu. » Ils marchèrent quelques minutes en silence, jusqu'à un petit promontoire surplombant les champs. Là, Julien s'arrêta et sortit une enveloppe épaisse de sa sacoche. « Ton grand-père m'avait demandé de garder ceci. Il m'a dit, si jamais Camille est un jour en danger, donne-lui ça, et aide-la. » Il lui tendit l'enveloppe. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, des copies de courriels imprimés, des relevés bancaires et une lettre, manuscrite d'Henri Duval, adressée à Julien. « Mon cher ami, si tu lis ceci, c'est que mes doutes étaient fondés. Je crains que certains membres de ma famille tentent de contourner mes dernières volontés. Je te laisse les preuves de mes intentions véritables. Protège Camille. Elle seule a compris l'esprit de ce domaine. Elle seule mérite de le préserver. » Camille sentit ses yeux s'embuer. Elle se rassit sur une pierre, la lettre entre les mains. Julien s'assit à côté d'elle. « J'ai hésité, avoua-t-il. Je ne voulais pas me mêler de ça, mais en entendant ce qui s'est passé, ce que ta tante et ton oncle t'ont fait, je ne pouvais plus rester silencieux. Comment as-tu su? J'ai gardé des contacts. Les employés parlent, même quand on pense qu'ils se taisent. Et puis ta lettre, elle m'a rappelé ce que ton grand-père espérait vraiment. » Camille hocha la tête, toujours bouleversée. Julien lui tendit un autre document. Voici des emails échangés entre Didier et le notaire. Ils discutent d'un protocole alternatif, d'une version finale plus conforme aux attentes de la famille. Il y a aussi des transferts d'argent suspects. Ils ont soudoyé le notaire, souffla-t-elle. Pas besoin d'un pot de vin direct. Il suffit de le convaincre que l'original est confus, risqué, qu'il faut sécuriser la succession. Et s'il a quelque chose à y gagner? Camille serra les documents contre elle. Elle avait désormais un allié. Et plus qu'un allié, un témoin. Un homme de confiance, respecté, irréprochable. Avec lui, elle pouvait aller plus loin. Elle pouvait faire éclater la vérité. « Julien, accepterais-tu de témoigner, de m'aider à révéler tout ça ?» Il la regarda, longuement, puis hocha la tête. « Pour Henri, pour toi, et pour l'honneur de ce domaine. » Ils quittèrent le chemin des vignes ensemble sans se presser. Le vent léger faisait frémir les ceps nus. Le sol semblait vibrer sous leurs pas comme s'ils pressentaient enfin le retour à l'équilibre. De retour en ville, Camille envoya immédiatement les nouveaux documents à Thierry, son avocat. Il répondit quelques heures plus tard « C'est décisif. Avec tout ça, tu peux non seulement contester le testament, mais aussi dénoncer une fraude organisée. Prépare-toi, l'affaire va devenir publique. » Camille savait qu'elle n'aurait bientôt plus le luxe du silence. Chaque jour qui passait renforçait l'évidence. L'affaire devait sortir de l'ombre. Le réseau familial, jadis soudé par l'image d'un patriarche respecté, s'était transformé en une toile de manipulation. Ses preuves étaient solides. Elle avait Julien, les enregistrements, le testament manuscrit, les courriels. Elle avait la vérité. Il fallait désormais la rendre impossible à ignorer. Elle rédigea une lettre. Ni plainte officielle, ni appel dramatique. Une lettre sobre, signée d'un simple « un proche du domaine Duval », dans laquelle elle exposait les grandes lignes de l'affaire, des tentatives de manipulation successorale, un testament modifié, un notaire complice et une héritière poussée à signer sous pression. Elle y joignit une copie anonyme de l'enregistrement audio et quelques extraits choisis des courriels. Elle envoya la lettre à 2 rédactions locales. L'une spécialisée dans l'actualité régionale, l'autre indépendante, dirigée par une journaliste qu'elle connaissait de nom, Claire Valmont. Cette dernière, connue pour son intégrité et son opiniâtreté, s'était illustrée par des enquêtes tenaces sur des affaires environnementales et sociales. Camille n'espérait pas un scandale immédiat. Elle voulait seulement semer une graine, que quelqu'un quelque part tende l'oreille. 2 jours plus tard, un article paraissait en ligne. Titré « Silences et pressions autour d'un héritage viticole bordelais », il retraçait avec précaution
les faits évoqués dans la lettre. L'auteur, Claire Valmont, y exposait la situation sans nommer explicitement les protagonistes, mais les indices étaient suffisamment clairs pour quiconque connaissait la région. Le domaine Duval, son histoire, sa fortune, tout y figurait en filigrane. Camille resta volontairement en retrait. Elle n'intervint pas, ne commenta rien. Elle observait, et elle vit aussitôt les effets de l'article. Le téléphone de Didier sonna sans cesse le lendemain. Des amis de la famille posèrent des questions. Les employés du domaine chuchotaient dans les couloirs. Monique annula un dîner prévu avec des notables de la région. L'équilibre avait commencé à vaciller. Claire Valmont, elle, ne s'arrêta pas là. 2 jours après son premier papier, elle publia un second article, cette fois plus précis. Elle avait croisé des sources, retrouvé d'anciens salariés du domaine, et même interrogé discrètement un clerc du notaire incriminé. Le dossier prenait forme, et dans cette forme, un nom apparut pour la première fois, Camille Duval. Camille le lut avec un mélange de peur et de soulagement. Elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Elle appela Claire. Elles parlèrent longuement hors enregistrement. Camille raconta tout, de la fête d'anniversaire aux lettres de son grand-père, en passant par Julien. Claire, impressionnée par la précision de son récit, lui proposa une interview à visage découvert. Camille refusa. Pas encore. Mais elle promit qu'en temps voulu, elle témoignerait publiquement. Pour l'instant, elle voulait rassembler encore, renforcer son dossier, préparer le choc. En parallèle, Thierry, son avocat, entama les démarches officielles. Il adressa un courrier formel au notaire, l'informant qu'une procédure de contestation du testament allait être lancée. Il joignit les preuves, exigea la mise sous scellé de tous les documents liés à la succession et alerta le Conseil régional des notaires. C'était une déclaration de guerre juridique. La famille réagit comme Camille l'avait prévu, la panique. Didier tenta de la contacter à plusieurs reprises, lui laissant des messages oscillant entre menaces voilées et appels à la raison. Monique envoya un mail l'accusant de trahison, de vouloir salir la mémoire de son grand-père. Mais Camille resta ferme. Elle ne répondit à personne. Elle préparait sa prochaine action. Le jeudi soir, elle retrouva Julien au café du marché. Il avait l'air fatigué, mais déterminé. « Tu vas tenir ?» demanda-t-il. « Jusqu'au bout, répondit-elle. « Je ne peux plus reculer. » Alors il est temps d'aller au tribunal. Ils se regardèrent en silence, chacun conscient que ce qui venait était plus grand qu'un simple conflit familial. C'était une bataille pour la vérité, pour l'intégrité d'un homme qu'on avait voulu effacer. Avant de partir, Camille reçut un dernier message, un numéro inconnu. Elle l'ouvrit, une simple phrase « Tu ne sais pas tout, il reste des choses que ton grand-père ne t'a jamais dites. » Elle resta figée un moment, l'écran encore allumé dans sa main. Le vent soufflait fort dehors, et dans ses entrailles, une nouvelle inquiétude grandissait. Le message inconnu n'avait cessé de hanter Camille. « Tu ne sais pas tout. » Elle l'avait relu des dizaines de fois, analysé chaque mot, chaque ponctuation, sans parvenir à en percer le mystère. Qui l'avait envoyé? Et surtout, que pouvait-il encore rester à découvrir? Elle croyait avoir toutes les pièces. Pourtant, une part d'elle sentait que quelque chose manquait, un chaînon décisif, un élément capable de faire basculer l'ensemble. C'est Julien qui, 1 semaine plus tard, lui donna la clé. Un après-midi, il la contacta en urgence. Il avait fouillé ses propres archives, de vieux dossiers conservés par habitude, plus que par utilité. Qu'au fond d'un tiroir, dans une boîte à l'étiquette effacée, il avait trouvé une clé USB. Aucune étiquette, aucune indication, juste une intuition. Il l'avait branchée sur un vieil ordinateur à l'écart du réseau par précaution. « Tu dois voir ça, lui dit-il au téléphone. Ce n'est pas seulement important, c'est essentiel. » Ils se retrouvèrent chez Camille. Julien inséra la clé dans son ordinateur. Un seul fichier vidéo y figurait, daté de 2 mois avant la mort d'Henri Duval. Camille ouvrit le fichier et la vidéo démarra. Son grand-père apparaissait à l'écran. Il était assis à son bureau, le visage marqué mais digne, les mains croisées sur un dossier. Il regarda la caméra droit dans l'objectif. Sa voix, quoique affaiblie, était ferme. « Si tu regardes cette vidéo, c'est que mes craintes se sont réalisées. Je ne fais confiance à personne, sauf à toi, Camille. Il y a un testament. Un vrai. Je l'ai rédigé moi-même, de ma main. Et Julien en détient une copie. Il n'a pas été enregistré chez le notaire. Volontairement. Parce que je savais que certains tenteraient de le faire disparaître.
Ce testament doit être la seule version retenue. Il marqua une pause, regarda un instant vers la fenêtre, puis reprit. J'ai vu la convoitise s'installer dans les yeux de mes propres enfants. Ils ne comprennent pas ce que représente ce domaine. Ils veulent l'exploiter, le vendre, le vider de son âme. Toi, Camille, tu as compris. Je veux que ce lieu vive, qu'il protège la terre, les gens. Tu as carte blanche. Agis en ton âme et conscience. Ne cède pas. La vidéo s'interrompit. Un silence pesant s'abattit dans la pièce. Camille restait figée, les yeux rivés sur l'écran. Son grand-père depuis l'au-delà venait de lui offrir l'arme la plus puissante. Une preuve indiscutable de ses intentions. Une pièce irréfutable dans le puzzle juridique. Le testament manuscrit pouvait être contesté, mais une déclaration filmée, aussi limpide, aussi précise, valait bien plus devant un juge et devant l'opinion publique. Elle copia immédiatement la vidéo sur plusieurs supports, la transféra à Thierry qui l'appela presque aussitôt. « C'est terminé pour eux, déclara-t-il. Avec ça, même le notaire n'osera plus nier. Il nous faut maintenant saisir le tribunal au plus vite. Lancer une demande d'annulation du testament enregistré et faire reconnaître celui qui reflète la volonté réelle de ton grand-père. » Camille acquiesça. Elle savait que le moment était venu. Tous les éléments étaient réunis. Il ne manquait plus que l'affrontement. Mais la vidéo soulevait aussi une autre réalité, la clairvoyance d'Henri Duval. Il avait anticipé la trahison de ses propres enfants. Il avait vu venir les tensions, les convoitises. Et il avait choisi Camille seule pour porter le poids de cette transmission. Elle passa la nuit à écrire, des notes pour son avocat, une lettre à Claire Valmont et surtout une déclaration qu'elle comptait lire publiquement le jour de l'audience. Elle voulait que les choses soient dites, non pas dans le langage froid du droit, mais dans celui de l'héritage vivant. Le lendemain, elle reçut une convocation officielle. Le tribunal de grande instance fixait la première audience au lundi suivant. Le dossier serait étudié en référé. Camille sentit son cœur s'accélérer. C'était le moment de vérité. Mais les réactions de sa famille ne se firent pas attendre. Monique débarqua chez elle sans prévenir, tambourinant à la porte. Camille ne l'ouvrit pas. Elle resta derrière, écoutant les mots violents, les accusations, les pleurs même. Puis ce fut Didier qui lui envoya un long message, cette fois plus insidieux. Il parlait d'un secret familial, d'une révélation à faire sur son père biologique. Une tentative désespérée de la détourner de sa route. Camille ne répondit pas. Elle garda le message, preuve supplémentaire de la pression. Et au fond d'elle, elle comprit que la dernière carte que sa famille comptait jouer serait de nature intime, personnelle. Un coup porté non plus à son héritage, mais à son identité. Elle n'avait plus peur. Elle était prête. Le lundi matin, la ville semblait s'être figée dans une attente silencieuse. Bordeaux, habituellement animé dès les premières heures, avait ce jour-là une lenteur particulière, comme si le temps retenait son souffle. Camille se leva à 6 heures. Elle ne dormit presque pas. Pas par peur, mais par concentration. Chaque geste était précis, chaque pensée focalisée sur le procès qui l'attendait. Elle s'habilla simplement. Tailleur noir, cheveux attachés, un foulard de soie noué autour du cou, dernier souvenir tangible de son grand-père. Elle prit un café rapide, glissa les copies des documents et l'enregistrement vidéo dans un dossier épais, puis quitta l'appartement. Julien l'attendait déjà en bas. Il lui offrit un sourire rassurant. « On est prêt, dit-il. »« Oui, » répondit-elle, sans hésitation. Le palais de justice imposait sa silhouette massive au bord de la Garonne. En franchissant ses portes, Camille sentit le poids du moment. Elle n'était plus simplement une héritière contestée. Elle était une plaignante, une actrice centrale dans une affaire qui avait dépassé le cadre familial pour devenir publique. Dans la salle d'audience, les bancs étaient déjà occupés. Quelques journalistes, des curieux, des membres de la famille venus discrètement, et son avocat, Thierry, concentré comme un chirurgien avant l'opération. Le président du tribunal entra. Les débats commencèrent. La partie adverse était représentée par un avocat renommé, Maître Bonnet, connu pour sa rhétorique acérée. Il tenta d'emblée de minimiser l'importance du testament manuscrit, de remettre en question la validité juridique de la vidéo. Une vidéo privée non enregistrée chez un officier public ne saurait prévaloir sur un testament en bonne et due forme, affirma-t-il. Madame Duval agit par émotion, non par droit.
Mais Thierry, imperturbable, rétorqua point par point. Il présenta les documents, le testament manuscrit, les lettres, les courriels compromettants entre Didier et le notaire, l'enregistrement du dîner où Monique parlait de manipulation. Et enfin, il fit projeter la vidéo d'Henri Duval. Dans la salle, le silence fut total. L'image d'Henri, digne et lucide, s'adressant à sa petite fille, déclencha une onde de choc. Même les juges gardèrent le silence plusieurs secondes après la fin de la vidéo. Camille, immobile, fixait l'écran comme si son grand-père était réellement présent dans la pièce. Puis ce fut au tour de Julien de témoigner. Il raconta les instructions d'Henri, la remise de la clé USB, ses propres soupçons sur le comportement de la famille. Sa voix était posée, ferme. On sentait qu'il disait la vérité. L'avocat adverse tenta bien quelques contre-attaques, évoquant un soi-disant déséquilibre mental d'Henri dans ces dernières semaines, mais cela ne prit pas. Camille, à son tour, s'avança pour lire sa déclaration. « Mon grand-père m'a élevé dans le respect du travail, de la terre, des gens. Il m'a choisi, non pas parce que j'étais la plus docile, mais parce qu'il savait que je défendrais ses convictions. Je n'ai jamais voulu cette guerre, mais je ne pouvais pas trahir sa mémoire. Ce que j'ai fait ici aujourd'hui, c'est le protéger une dernière fois. » Elle conclut, la voix claire, « Si justice doit être faite, alors qu'elle le soit dans la lumière. Sans mensonge, sans compromission. » Le président leva l'audience pour délibération. L'attente dura 1 heure, interminable. Camille et Julien restèrent dans une salle attenante. Thierry marchait en rond, relisant ses notes sans vraiment les voir. Puis enfin, la décision fut rendue. Le tribunal reconnaissait la légitimité du testament manuscrit, appuyé par la vidéo et les témoignages. Le testament enregistré était suspendu dans l'attente d'une instruction complémentaire, mais les biens restaient, jusqu'à nouvel ordre, protégés contre toute cession. Camille avait gagné une bataille essentielle. En sortant du palais, elle fut accueillie par les flashs des photographes, les micros tendus, les questions en rafale. Elle ne répondit pas. Elle marcha droit devant elle, Julien à ses côtés. Dans sa main, le dossier serré contre sa poitrine, elle sentait le poids de la victoire. Pas une revanche, une réparation. Mais au fond d'elle, elle savait que l'histoire n'était pas terminée. Didier n'avait pas encore dit son dernier mot. Et ce mystérieux message, celui qui parlait de son père biologique, restait sans réponse. Le verdict du tribunal avait laissé la famille Duval en lambeaux. Dans les jours qui suivirent, les oncles et tantes de Camille cessèrent tout contact. Monique vendit sa maison de campagne dans le Périgord. Marc disparut des réseaux sociaux. Didier, lui, ne réagit pas immédiatement. Pas un mot, pas une lettre. Un silence lourd, inquiétant. Camille savait qu'il préparait quelque chose. Il n'avait jamais été du genre à abandonner sans combattre. La confirmation arriva un jeudi matin. Un courrier recommandé. Une convocation à une audience de conciliation demandée par Didier. Motif, contestation du témoignage de Julien. Et demande d'expertise psychologique posthume sur Henri Duval. En d'autres termes, une tentative de décrédibiliser l'ensemble du dossier en attaquant la santé mentale de son grand-père dans les dernières semaines de sa vie. Camille serra les dents. La stratégie était lâche mais habile. Si l'intégrité mentale d'Henri était mise en doute, la vidéo perdrait de sa force, le testament manuscrit aussi, et avec eux, tout l'édifice patiemment bâti. Thierry lui assura qu'il pourrait contrer cet assaut, preuve et à l'appui. Mais au fond d'elle, Camille sentait que Didier avait encore une carte à jouer, une carte plus intime, plus perverse. Elle n'eut pas longtemps à attendre. La veille de l'audience de conciliation, Didier lui envoya un message, une invitation, en apparence pacifique, à venir le voir en personne, pour discuter une dernière fois entre adultes. Camille hésita mais accepta. Elle voulait entendre ce qu'il avait à dire, préparer sa riposte. Ils se retrouvèrent dans un petit restaurant discret, en périphérie de Bordeaux. Didier était déjà là, assis un verre de vin devant lui. Il la salua avec un calme glacé. « Tu t'en sors bien, Camille, trop bien. Si je m'en sors, c'est parce que j'ai dit la vérité. » Il eut un sourire triste, presque compatissant. Et si cette vérité n'était pas complète, si elle n'était pas vraiment celle que tu crois défendre? Elle fronça les sourcils. « Tu veux dire quoi ?» Didier sortit un dossier de sa sacoche. Il le posa doucement sur la table. Ce sont des copies, de lettres, d'un rapport médical et surtout d'un acte de naissance. Ton père biologique n'est pas celui que tu crois.
Henri n'était pas ton grand-père. Pas biologiquement, en tout cas. Le monde de Camille vacilla. Elle se força à garder le silence, à ne pas réagir. Didier continua. C'est pour ça qu'il t'a choisi. Pas par lien du sang, par culpabilité. Il savait, il t'a vu grandir comme sa petite fille, mais il n'était qu'un substitut. Le vrai père, un ouvrier saisonnier passé par le domaine un été. Henri a couvert le scandale, a effacé les traces. Mais moi, je les ai retrouvées. Camille ne dit toujours rien. Elle ouvrit le dossier. Les documents étaient là, bien classés, des lettres écrites par sa grand-mère, un test sanguin ancien, un courrier à un médecin. Tout semblait authentique. Mais l'intention était claire, la déstabiliser, l'amener à renoncer. « Et maintenant ? Tu penses que ça change tout ?» lança-t-elle enfin, la voix tendue. « Ça change que tu n'as aucun droit moral à réclamer quoi que ce soit, aucun lien de sang, aucun héritage. Ce n'était pas ton domaine, ce n'était pas ta famille. » Camille ferma lentement le dossier. « Ce que tu ne comprends pas, Didier, c'est que le sang ne fait pas la famille. Mon grand-père, que tu le veuilles ou non, c'est comme ça que je l'appelle, m'a élevé, protégé, enseigné. Il m'a choisi et il m'a fait confiance. Ce n'est pas une vérité biologique qui changera cela. » Didier lui lança un dernier regard, glacé. « Alors tu refuses l'accord, même en sachant tout cela ? » « Je refuse ton chantage. » Elle se leva et sans lui dire un mot de plus, quitta le restaurant. Le lendemain, elle remit le dossier à Thierry. Ils l'analysèrent ensemble. Il confirma que les documents, bien que troublants, n'avaient aucun impact juridique sur la validité du testament. L'intention d'Henri, clairement exprimée, restait souveraine. Mais Camille comprit que pour contrer une tentative publique d'humiliation, il fallait frapper fort. Elle retourna voir Claire Valmont, et cette fois, elle accepta une interview. À visage découvert. « J'ai quelque chose à dire, » confia-t-elle, « et je veux que tout le monde l'entende. » L'entretien fut publié 2 jours plus tard. Camille y racontait tout, la manipulation, les documents, les tentatives de pression, et enfin la révélation sur ses origines. Elle ne niait rien. Elle revendiquait même cette vérité nouvelle. « Je ne suis peut-être pas du sang des Duval, » disait-elle en conclusion, « mais je suis de leur terre, et c'est elle que je choisis de défendre. » L'impact fut immédiat. Les lecteurs saluèrent son courage, les médias relayèrent l'article, l'opinion publique se rangea de son côté, et Didier, exposé dans toute sa brutalité, perdit le peu de soutien qui lui restait. Camille, elle, était prête pour la dernière étape. Le soleil était déjà haut dans le ciel quand Camille franchit à nouveau les portes du tribunal. Cette fois, elle n'avait ni peur ni doute. Elle ne venait pas se battre, elle venait recevoir ce qu'elle avait gagné. La salle d'audience était pleine à craquer. Journalistes, avocats, membres de la famille éparpillés sur les bancs comme des fragments d'une histoire éclatée. Didier était là, seul, le regard dur. Monique, absente. Quant aux autres, ils avaient préféré le silence ou l'ombre. Camille avança droite, entourée de Thierry et de Julien. Le jugement final allait tomber. Le président du tribunal prit la parole. Sa voix, claire, posée, résonna dans la salle. Il rappela les faits, les preuves présentées, les témoignages. La vidéo. Il parla du testament manuscrit, de sa validité morale et juridique, de la volonté exprimée de manière incontestable par Henri Duval. Puis il lut la décision. Le tribunal reconnaissait le testament manuscrit comme document principal, remplaçant la version enregistrée chez le notaire, jugée suspecte et entachée de vices de consentement. La propriété du domaine, évaluée à plus de 12 millions d'euros, revenait intégralement à Camille Duval, conformément aux dernières volontés de son grand-père. Le notaire serait soumis à une enquête disciplinaire. Quant à Didier, une instruction pour tentative de manipulation successorale était ouverte. Un murmure parcourut la salle. Camille ferma les yeux, pas pour savourer, mais pour respirer. Elle n'avait pas gagné pour dominer ou humilier. Elle avait rétabli une vérité, réparé une mémoire. À la sortie du tribunal, les journalistes l'attendaient. Cette fois, elle ne se déroba pas. Elle parla calmement, sans triomphalisme. « Mon grand-père voulait que cette terre continue à vivre, qu'elle serve une cause, pas une fortune. Je vais respecter sa volonté. Jusqu'au bout. » Et elle tint parole. Dans les semaines qui suivirent, elle lança une série d'initiatives. D'abord, elle rencontra les employés du domaine, un par un.
Elle les écouta, leur parla d'avenir. Elle leur proposa un plan inédit, une redistribution partielle des bénéfices du domaine, sous forme de parts coopératives. Chaque salarié, du vigneron au comptable, devenait co-acteur du projet. Ensuite, elle convoqua une conférence de presse dans les anciens chais rénovés. Devant les caméras, elle annonça officiellement la création de la Fondation Henri Duval, dédiée à la protection de l'agriculture durable et à l'aide aux jeunes viticulteurs. Elle engagea immédiatement la moitié de l'héritage dans ce projet, soit plus de 6 millions d'euros. Une partie irait également à l'école rurale de Saint-Estèphe, que son grand-père avait toujours soutenue. Elle refusa les propositions d'achat venues de grands groupes, malgré des offres alléchantes. Elle voulait que le domaine reste libre, indépendant, vivant. Julien accepta de revenir, non comme régisseur cette fois, mais comme conseiller. Ensemble, ils redessinèrent les parcelles, transformèrent une partie des cultures en bio, installèrent des panneaux solaires sur les bâtiments. Puis un matin, elle rassembla les clés, les papiers, les objets personnels de son grand-père et monta une dernière fois dans le bureau d'Henri. Là, elle ouvrit la fenêtre. Le vent faisait danser les feuilles des vignes. Elle resta longtemps, debout, immobile. Elle avait gagné. Mais plus encore, elle avait choisi. Elle aurait pu garder toute la fortune. Elle aurait pu vendre, partir, tourner la page. Mais elle avait préféré écrire une suite, fidèle aux valeurs d'un homme qui l'avait aimée sans condition. Elle avait transformé l'héritage en promesse. Quelques semaines plus tard, elle annonça son départ de Bordeaux. Elle ne fuyait pas. Elle ouvrait un nouveau chapitre. Le domaine serait confié à un conseil de gestion indépendant qu'elle superviserait à distance. Elle avait d'autres projets, ailleurs, loin du passé, mais riche de tout ce qu'elle avait appris. Avant de partir, elle envoya une dernière lettre à sa mère. Une lettre simple, sans rancune, mais ferme. Elle y expliquait son choix de couper les ponts avec une famille qui avait tenté de la détruire. Elle n'en voulait à personne. Mais elle avait besoin de paix. Puis elle fit ses valises. Elle choisit Annecy. Le lac, la montagne, la lumière douce d'un nouveau départ. Annecy, une ville entourée de montagnes calmes, aux ruelles pavées, aux façades colorées, bordées d'un lac d'un bleu presque irréel. Camille s'y installa sans bruit, loin des journalistes, loin de Bordeaux, loin des souvenirs trop lourds. Elle y trouva un appartement simple, lumineux, avec vue sur les eaux tranquilles. Ici, personne ne connaissait son histoire. Personne ne prononçait le nom Duval avec un intérêt dévorant, et cela lui convenait parfaitement. Son quotidien changea radicalement. Elle laissa derrière elle les procès, les héritages, les tensions familiales. Elle n'était plus avocate, ni héritière, ni cible. Elle était Camille, une femme libre, en reconstruction. Chaque matin, elle se levait tôt, ouvrait les fenêtres sur les montagnes et commençait sa journée sans autre objectif que celui de bâtir un présent qui lui ressemble. Elle lança un projet éducatif dans un quartier populaire de la ville. Un espace dédié à l'environnement, à la transmission des savoirs liés à la terre, à l'écologie, à l'agriculture durable. Une école pas comme les autres, où les enfants apprenaient à cultiver, à comprendre la nature, à dialoguer avec elle. Le centre s'appelait La Racine, tout un symbole. Elle y investit le reste de l'héritage, sans regret. Elle engagea des éducateurs, des agronomes, des artistes. Chaque semaine, elle participait aux ateliers, aux semis, aux cueillettes. Elle enseignait parfois elle-même, surtout aux plus jeunes. Elle parlait peu de son passé, mais ceux qui la côtoyèrent devinaient une histoire forte derrière ces silences. Ses seuls liens avec Bordeaux se réduisirent à quelques échanges formels avec le conseil du domaine. Les récoltes continuaient, les projets avançaient, mais elle n'y remit plus les pieds. Elle n'écrivit plus à sa mère. Elle refusa poliment une invitation de Claire Valmont pour un documentaire. L'affaire Duval, pour elle, était close. Et pourtant, il y avait un dernier geste qu'elle n'avait pas encore accompli. Un an jour pour jour après le procès, elle prit un train pour le Médoc. Pas pour voir la famille, pas pour reprendre possession de quoi que ce soit. Elle alla seule, avec dans son sac une enveloppe qu'elle n'avait jamais ouverte. La dernière lettre de son grand-père. Julien la lui avait remise quelques mois après le verdict, lui disant qu'Henri l'avait écrite pour un moment spécial. Camille arriva au domaine au crépuscule. Tout était paisible. Les vignes, endormies pour l'hiver, formaient des lignes brunes sur les collines. Elle marcha jusqu'au point le plus haut,
là où Henri aimait s'asseoir. Une petite table de bois, une chaise en pierre. Le ciel se teignait d'orange. Elle s'assit, sortit la lettre. L'écriture d'Henri, reconnaissable entre toutes, remplissait 2 pages. « Camille, si tu lis ces mots, c'est que tu as su voir au-delà du bruit, que tu as résisté, que tu n'as pas cédé à la peur ni à la haine. Je ne sais pas ce que tu as dû affronter, mais je sais que tu as été forte, plus forte que moi à ton âge. Tu as toujours eu cette lumière en toi. Je n'ai jamais cru au sang. Je crois à l'amour, à l'engagement, à la mémoire. Tu es mon héritière, parce que tu as compris ce que ce domaine représentait. Une promesse, une manière d'être au monde. Tu es libre maintenant. Fais-en ce que tu veux. Crée, protège, aime. Et surtout, n'oublie jamais que ton nom, ce n'est pas seulement Duval, c'est Camille. Et cela suffit. Camille relut les mots plusieurs fois, puis elle regarda autour d'elle. Le vent soufflait doucement entre les rangées de ceps. Elle sentit une paix qu'elle n'avait jamais connue. Pas une victoire, pas une revanche. Une sérénité simple, profonde, une nouvelle page. Elle resta là longtemps, jusqu'à ce que la nuit tombe. Puis elle se leva, replia la lettre, la rangea dans sa poche et reprit le chemin du retour. À la gare, en attendant son train pour Annecy, elle écrivit un dernier message, pas à sa mère, ni à Didier. Elle l'adressa à elle-même. Une note dans son téléphone. « Je me suis retrouvée. J'ai souffert. J'ai douté. J'ai lutté. Et j'ai choisi. Ce que je suis ne dépend de personne. Je suis héritière de mes choix, pas de leur silence. » Et elle monta dans le train, le regard tourné vers l'avenir.